Une fois qu'on a écrit un algorithme juste, une fois qu'on sait que notre algorithme est correct, donc on a réglé ce problème de la preuve dans la première partie, eh bien, alors on peut peut-être se demander s'il est performant, c'est-à-dire s'il fournit le bon résultat, mais dans un temps intéressant. Alors c'est ce qu'on appelle complexité des algorithmes. Alors, cette notion de complexité, ça va nous servir donc surtout à classer les algorithmes selon leur efficacité. Donc ça va nous permettre comme ça de choisir le meilleur éventuellement. Donc de comparer et choisir un algorithme de résolution d'un problème. Voilà, sans forcément l'implémenter. Bon, ça peut nous permettre aussi de, par exemple, si on veut, voilà, si on a des algorithmes, comment on pourrait faire pour comparer des algorithmes, sachant que bon, on n'a pas la même machine. Donc, comment ne pas être tributaire de la machine pour pouvoir donner la performance d'un algorithme. Donc on verra ça, que c'est aussi, la réponse est apportée par la notion de complexité. Alors ça sera la complexité asymptotique, on verra ça également. Alors on peut aussi classer les problèmes algorithmiques selon leur difficulté, c'est-à-dire la complexité de l'algorithme. Voilà, ça permet de faire un classement finalement. Bon, si un problème dont on ne connaît que de solutions avec une mauvaise complexité, c'est sans doute des problèmes qui sont difficiles. Donc c'est une façon de classer les problèmes. Mais nous, on ne va pas tellement parler de ça, on va juste se poser la question, quand on a plusieurs algorithmes, comment on fait pour choisir le meilleur. Donc c'est la complexité qui va répondre à cette question. Alors, quand on parle de complexité, en fait, derrière, il y a deux types de complexité. Il peut s'agir de la complexité temporelle, c'est en général de ça qu'on va parler, donc le temps que met la machine pour exécuter l'algorithme, mais il y a aussi la complexité spatiale. La complexité spatiale, c'est la mémoire dont a besoin l'algorithme pour s'exécuter. Par exemple, si vous avez un tableau, vous pouvez le trier en utilisant un tableau auxiliaire. Ça veut dire que vous allez recopier votre tableau, donc s'il est très gros, vous allez utiliser pas mal de mémoire. Donc ça peut être également un critère intéressant pour observer un algorithme. Donc complexité temporelle ou alors complexité spatiale. Bon, on verra dans des exemples en TP, on s'intéressera aux deux. Alors, on va parler de complexité temporelle. En général, quand on parle de complexité sans préciser, il s'agit de complexité temporelle. Donc, la définition, c'est quoi ? En fait, c'est le nombre, la complexité d'un algorithme, c'est le nombre d'opérations élémentaires qui sont effectuées lors de l'exécution de l'algorithme. Donc, on a une donnée qui s'appelle X, et on va appeler C de X, c'est le nombre d'opérations élémentaires qu'on va exécuter quand on va exécuter l'algorithme pour la donnée X. Donc vous voyez que cette complexité, elle va peut-être sans doute dépendre de la donnée. Donc, on change de donnée, on va avoir une complexité qui dépend de cette donnée. Alors ces données, on va les regrouper en fonction de leur taille. Alors, cette taille, ça va être quoi ? En général, pour ce qui nous concerne, on va s'occuper surtout de listes. Donc, la taille de la liste, ça sera la longueur de la liste. Donc, tableau, liste, la taille, c'est le nombre de cases. Pour un polynôme, finalement, un polynôme, c'est aussi... connaître un polynôme, c'est connaître ses coefficients. Autrement dit, c'est connaître une liste de coefficients, donc le nombre de coefficients c'est le degré. Voilà, donc pour un polynôme, la taille ça serait plutôt le degré. Si on travaille sur des entiers, peut-être sur des grands entiers,
la taille d'un entier, ça va être le nombre de bits utilisés pour son codage, peut-être. Si on travaille sur un arbre, mais ça ne va pas nous arriver dans ce module, bon, ben là, on pourra parler de la profondeur de l'arbre, sa largeur, ou alors le nombre de nœuds. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut considérer comme étant la taille. Alors, il faut parler d'opérations élémentaires, puisque c'est ça qu'on va compter. Donc, c'est quoi une opération élémentaire? Bon, ben, il y a une comparaison, affectation, il y a diverses opérations numériques, comme somme, produit de nombres, exponentielle, certains sous-programmes qu'on va appeler, qu'on pourra considérer selon les algorithmes comme une opération élémentaire. En fait, ce qui caractérise une opération élémentaire, c'est qu'elle s'exécute dans un temps qui est indépendant de la taille des données. Bon, a priori, quand vous affectez 2 à x, on va dire que ça prend le même de temps que si vous affectez 2 à t de 2 dans un tableau. Vous voyez, une affectation, ça ne dépend pas de la taille du tableau. Quand vous affectez une valeur à une case d'un tableau, ça ne dépend pas de la taille du tableau. En ce sens-là, c'est une opération élémentaire. Alors on dira que ces opérations élémentaires, opérations qui ne dépendent pas de la taille de la variable, on dit qu'elles s'exécutent en temps constant. Donc indépendant de n. Alors du coup, les données, on va les regrouper par taille. On va noter comme ça avec 2 traits verticaux, par exemple, c'est juste une notation, la taille de x. Donc xn, c'est l'ensemble de toutes les données de taille n. Donc voilà, grand xn, on peut dire que c'est ça. Avant d'aller plus loin, on va, avec ce qu'on a dit, on va regarder ce que ça peut donner dans un exemple. Alors voilà une fonction qu'on a déjà écrite en TP, plus ou moins. Il s'agit du tri par insertion. Donc on prend un tableau et puis on le modifie, et donc c'est une procédure, et à la fin, le tableau petit t est trié. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une boucle. Alors nous, on a écrit la procédure insertion, donc qui correspond à la boucle while qui est au milieu. Hein. Puis en fait, l'idée, c'est qu'on on insère, comme dans un jeu de cartes, on insère les valeurs une par une dans la partie déjà triée, et donc il faut recommencer, c'est la boucle for, insérer comme ça chaque valeur. Donc il y a une boucle while dans une boucle for. Bon, c'est déjà un programme qui est intéressant, donc on va regarder ce que ça donne en termes de complexité. Alors pour chaque instruction, on va regarder le coût, c'est-à-dire le coût en termes de complexité temporelle. Théoriquement, c'est le nombre d'instructions. Alors on va faire comme si on ne savait rien, on va mettre des constantes quand on ne connaît pas, et après on verra que tout ça n'est pas très important, mais on va commencer par faire un calcul assez général, un peu systématique. Et puis donc on a une colonne coût, donc on estime le coût de chaque ligne, et puis on estime le nombre de fois que la ligne s'exécute. Donc le coût total, ça sera toujours le coût unitaire fois le nombre de fois qu'on exécute la ligne. Donc le produit des deux, puis on fera la somme, et puis ça nous fera le coût général. Donc si je commence par la première affectation, on va dire que le coût c'est C1. Vous voyez que c'est une affectation qui ne se produit qu'une seule fois. Donc une fois. La boucle for, là, elle va de 1 à n. On ne commence pas à 0, parce qu'en fait, le premier, on peut dire qu'il est déjà rangé, il est tout seul. On va de 1 à n-1. Donc, ça fait n-1 fois. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le coût de cette boucle for? Qu'est-ce qui se passe quand on exécute la ligne for? En fait, le i est incrémenté à chaque fois. Et puis, il est comparé à n. On compare i à n, et puis s'il est plus petit que n, on l'incrémente. Donc, on va y passer, on va faire ça n-1 fois, et ça va coûter C2. On est dans la boucle, qu'est-ce qu'on fait? Donc, toujours n-1 fois, on a eu 2 affectations, on a mis des constantes différentes, C3 et C4, pour ces 2 affectations, même si on peut estimer qu'en fait, c'est le même complexité temporelle. Bon, on reste comme ça. Dans un cas très général, et on en arrive à la boucle while.
Alors, la boucle while, on va noter TI, le nombre d'exécutions du test d'entrée, c'est-à-dire la partie là. J, cette partie-là, combien de fois on exécute cette partie-là. Alors, on va noter ça TI, puisque ça dépend de I, hein, puisque chaque fois qu'on passe dans la boucle, c'est une boucle for, donc voilà, c'est pour chaque valeur de I qu'on passe, et donc combien de fois on note TI, le nombre de fois qu'on exécute ce test. Alors, ce test, on l'exécute une fois de plus que le nombre de fois qu'on passe dans la boucle, puisque le dernier coup, on fait le test, mais on ne passe pas dans la boucle. Donc, C5, pour évaluer la condition, combien de fois? Eh bien, pour I, on a dit que c'était TI fois, sauf que on est dans une boucle for. Donc, on va de 1 à n-1. Donc, ça va être C5, le nombre de fois, ça va être sigma pour I allant de 1 à n-1 de TI. C'est-à-dire T1 plus T2 plus T3 jusqu'à... Hein, c'est juste une notation, ça. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Plus Tn-1. Bon. Une fois qu'on est rentré dans la boucle, donc, qu'est-ce qu'on fait? On a deux affectations. Là, le coup, on a dit C6, C7. Combien de fois on y passe? Eh bien, on a dit une fois de moins que TI. Et donc, sigma de I égale 1 à n-1 de TI-1. Et ici, sigma de I égale 1 à n-1 de toujours TI-1. On sort de la boucle et on a une dernière affectation, c'est 8. Combien de fois? n-1. Le nombre de fois qu'on passe dans la boucle for. Donc, voilà le total. Toute notre décomposition. Maintenant, il faut faire la somme pour avoir le coût total. Donc, je commence par faire C1 fois 1 plus C2 fois n-1, plus C3 fois n-1, plus C4 fois n-1. Donc, j'ai mis un facteur. Ensuite, j'ai C5 fois sigma dti. Puis, j'ai C6 plus C7 fois sigma dti-1. Et puis, j'ai C8 fois n-1. Donc, on est... si on ordonne un peu... donc, par exemple, je coupe la somme, là, sigma de I égale 1 à n-1. Je dis que c'est la somme de I égale 1 à n-1 de TI, moins la somme de I égale 1 à n-1 de 1. La somme de I égale 1 à n-1 de 1, hein, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, n-1 fois, ça fait n-1. Donc, finalement, mon expression peut s'écrire comme ça. Bon, vous voyez qu'il reste sigma dti, parce que TI, je ne sais pas trop combien de fois je vais passer dans ma boucle. C'est inconnu, ça. Et je ne peux pas le savoir. Ça dépend de X. Ça dépend de combien de fois je vais avoir T de J-1 supérieur à X. Alors, ça dépend de X. Ça dépend de mon tableau. Bon. Je vais regarder ce qui peut se passer, en fait, dans deux situations différentes. La première situation, c'est la situation la plus défavorable. En fait, c'est le cas où on a un tableau qui est déjà trié, mais dans le sens décroissant. Et donc, la condition, la T de J-1 supérieure à X, elle va toujours être vérifiée. Et donc, on ne sortira de la boucle que quand J sera égal à 0. Et donc, on va rester dans la boucle pour J qui décroît de I à 1. Et donc, le nombre de fois qu'on va exécuter, ça sera I fois. À partir de là, je remplace sigma de TI, puisque je remplace TI par I. Donc ça me fait cette formule connue. Je remplace, je fais mes calculs, je regroupe, et je vois que j'ai des termes. Là, j'ai du terme à n carré qui arrive. Donc ça me fait un demi de n2. Si je regroupe, ça me fait quelque chose, une constante, plus une constante fois n, plus une constante fois n carré. Finalement, si j'appelle cette constante-là, je peux bien l'appeler à 0. La suivante, là, je peux l'appeler à 1. La suivante, je peux l'appeler à 2. Et j'ai donc une formule comme ça. C de t égale à 0 plus à 1n plus à 2n carré. Donc, c'est degré 2. On dit que c'est, on verra plus tard, on dit que c'est une complexité qui est quadratique. Maintenant, si je me place dans le cas le plus favorable, tableau qui est déjà croissant strictement. En fait, on ne rentre pas dans la boucle.
parce que la condition, ici, elle est déjà fausse la première fois. Donc, on va évaluer l'instruction, là, la condition, juste une seule fois. Et donc, eh bien, on a TI égale 1. Si on fait les calculs, beaucoup plus simple, eh ben, ça se simplifie. Et il me reste un truc de la forme B0 plus B1N. On dit que la complexité est cette fois-ci linéaire. Donc, selon la valeur, selon mon tableau T, eh bien, je vais avoir une complexité qui va être d'une certaine forme ou d'une autre forme. Dans le cas général, difficile à dire. Et donc, on va voir dans la suite, prochaine vidéo, que ce qui va nous intéresser, c'est systématiquement de nous placer dans le cas le plus défavorable. Et comme ça, on a une borne, on va dire dans le pire des cas, on a une idée de la complexité. Alors, quant à savoir si le pire arrive plus souvent que le meilleur, il y a pas mal d'études en informatique, en tout cas, qui ont tendance à dire que oui, le pire arrive souvent. Bon, c'est un débat qui est ouvert, mais il y a des études qui sont faites là-dessus. En tout cas, donc dans la suite, on va s'intéresser beaucoup à ce qui se passe dans le pire des cas.